Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la Syrie où vous étiez en septembre dernier. Vous allez justement nous raconter ce que vous avez vu et entendu. Ça fait presque un an, ce sera en réalité début décembre, que le régime de Bachar el-Assad a été renversé, remplacé par un ancien djihadiste, un président par intérim, Ahmad al-Shara. Les Syriens se réjouissaient il y a quasiment donc un an de s'être débarrassés de celui qu'on appelait le boucher de Damas. Dans quel état d'esprit vous avez trouvé la population quand vous y êtes allé? Donc c'était en septembre dernier. La population, elle est diverse en fonction de son appartenance religieuse et son appartenance sociale. C'est-à-dire qu'Ahmad al-Shara continue à avoir un matelas assez important de soutien parmi la population arabe sunnite, évidemment. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler effectivement que la Syrie, c'est, Oui, c'est une mosaïque, voilà. Mosaïque ethnico-confessionnelle. Bon, vous avez un élément dominant, les Arabes sunnites, qui sont à peu près les 2/3 de la population, mais très divisés parce qu'il y a des appartenances tribales, claniques, qui font qu'on n'a pas affaire à un monolithe. C'est le cas d'ailleurs pour toutes les autres communautés. Si on prend les chrétiens, par exemple, entre arméniens, orthodoxes, catholiques, syriaques, il y a beaucoup de nuances. Il y a pas mal de nuances. Bon, aujourd'hui, les chrétiens, ils ne sont plus que 200 000. Ils étaient 1 200 000 avant la guerre. Mais ils restent très, très divisés entre leurs différentes chapelles. Les Alaouites, les Druzes, c'est pareil, il y a des clans aussi. Et pour revenir au sujet, c'est-à-dire que chez les Arabes sunnites, plutôt pauvres, des campagnes, de la périphérie, là c'est la base sociale d'Ahmad al-Shara. On peut l'estimer à 30-40% de la population qui est vraiment derrière lui et toujours assez euphorique. Oui. Pour ce qui est des classes citadines, sunnites, et classes moyennes, classes supérieures, là en revanche l'euphorie est retombée. Parce qu'il ne tient pas ses promesses en termes économiques. On a toujours 2 heures d'électricité par jour. L'économie ne repart pas. On va en parler dans le détail. La corruption revient. Et puis en ce qui concerne les Alaouites et les Druzes, alors là, on n'est pas du tout euphorique. On pense qu'à partir. Parce que il y a eu le massacre des Alaouites au mois de mars, il y a eu le massacre des Druzes au mois de juillet. Et donc ces populations, alors là, toutes classes sociales confondues, demande la partition. Taksim, c'est le mot qui revient chez les Alaouites. La partition du pays, un État alaouite, un État druze dans lequel on serait en sécurité, parce qu'ils n'ont absolument aucune confiance dans ce nouveau régime qui les a massacrés. Tous les jours, vous avez chez les Alaouites des meurtres, des kidnappings, des femmes qui sont kidnappées, mariées de force à des djihadistes. Alors, on a beaucoup critiqué justement Daesh, les Yézidis, souvenez-vous, l'esclavage. Mais là, on n'est pas dans une situation... le viol comme arme de guerre. Voilà, on n'est pas dans une situation quand même comparable, mais tous les jours, vous avez des femmes qui disparaissent et qu'on retrouve mariées de force. Alors, elles prétendent que c'est pas vrai, qu'elles ont rejoint l'élu de leur cœur, mais quand vous voyez une jeune fille pimpante, les cheveux au vent, et que vous la revoyez quelques temps plus tard en niqab, il y a quand même un souci, quoi. Et les gens ont peur, donc ils n'osent pas évidemment protester par honte et aussi par peur des représailles. Quant aux chrétiens qui restent, ils attendent que le prix de l'immobilier remonte un petit peu pour vendre le patrimoine et aller retrouver leurs enfants et leurs petits-enfants en Suède, aux États-Unis ou ailleurs. Beaucoup de Syriens avaient fui leur pays pendant cette guerre civile, une guerre civile qui a duré 13 ans. Est-ce que ces Syriens sont rentrés au pays? Alors, il y a à peu près 7 à 8 millions de Syriens qui sont à l'étranger. Pour ceux qui sont réfugiés en Europe, il n'est pas question qu'ils rentrent. Ils sont bien mieux en Europe. Ils attendent d'avoir un passeport allemand, français, pour éventuellement faire une tentative de retour. Ouais. Mais vu la situation économique et politique du pays, ils ne rentrent pas. Ceux qui rentrent, ce sont des gens qui étaient dans des conditions assez précaires au Liban, en Jordanie, en Turquie, notamment au Liban avec la guerre, où il y en a pas mal qui sont rentrés. Ils ont mis les gens qui étaient dans les camps, quoi. Alors, il n'y avait pas vraiment de camps, c'était des camps informels, parce que 80% des réfugiés syriens au Liban habitaient dans du dur. Il y a quelques temps de toile, mais... Alors évidemment, ceux-là, c'est les premiers à être rentrés, parce qu'ils étaient vraiment dans une situation précaire. Mais il y a beaucoup qui rentrent, et puis qui repartent. Parce que, au vu de ce qui se passe, au vu de ce qui se passe, de l'absence d'opportunités économiques, les hommes d'affaires, par exemple, ne rentrent pas.
parce que le pouvoir est de nouveau très corrompu. Il y a des droits d'entrée importants si on veut revenir sur le marché syrien, et par conséquent, ils préfèrent rester en Égypte, en Turquie ou à Dubaï, où ils ont leurs affaires. Alors justement, la situation économique... J'ai lu qu'il y aurait eu 28 milliards de dollars d'investissement en Syrie. Oui. Alors en septembre, c'était 14 milliards. Maintenant, c'est 28. À Noël, ça sera 50. Oui. Bon, tout ça, c'est du vent. C'est du vent. C'est des annonces pour attirer c'est des annonces pour attirer, évidemment, les investisseurs. Voilà, la Syrie, c'est the place to be. J'avais eu une fois conférence au Qatar où le Premier ministre somalien avait eu à peu près le même discours. Donc voilà, on peut comparer un peu les deux. Non, c'est du vent, c'est de la promesse. Il n'y a rien de concret. Des projets absolument, utopiques qui sont donnés pour faire rêver les Syriens. Les Syriens sont aujourd'hui persuadés qu'il faut être un peu patient et que des milliards de dollars vont arriver du Golfe pour relever le pays. Les pays du Golfe ne vont pas investir à fond perdu dans ce pays. Alors, ils pourront peut-être étendre l'aéroport de Damas, parce qu'avec la diaspora syrienne qui est à l'étranger, ça sera rentable pour une société saoudienne de prendre en charge l'aéroport de Damas. Mais ils ne vont pas refaire le réseau d'eau, ils ne vont pas moderniser l'irrigation, ils ne vont pas reconstruire les quartiers détruits. Donc les Syriens se bercent d'illusions. Le régime, après les massacres, justement, a besoin de les faire rêver, a besoin de faire de la démagogie. Donc il annonce ses projets, mais en fait, il n'y a rien de concret. Vous avez évoqué l'Arabie Saoudite. Elle est plutôt au chevet, si je puis dire, de la Syrie. Je crois qu'elle a investi... j'ai lu plus de 6 milliards, c'est ça? Elle a promis d'investir. Elle a promis d'investir. C'est toute la différence. Nuance. Et pourquoi l'Arabie Saoudite regarde particulièrement la Syrie? Alors, le pays qui a fait le plus de promesses, c'est le Qatar. C'est le Qatar qui soutient Mordicus Ahmad el-Shara. L'émir du Qatar s'est rendu lui-même à Damas pour le féliciter cet hiver. Le Qatar est allié avec la Turquie, mais la Syrie est en train de devenir un protectorat turc, en fait. Mais l'Arabie Saoudite ne veut pas laisser la Turquie dominer cette Syrie. Donc, elle fait des promesses d'investissement en Syrie pour attirer Ahmad el-Shara vers elle. C'est d'ailleurs à Riyad que Ahmad el-Shara a obtenu de Donald Trump la levée c'est le prince héritier qui a organisé cette rencontre. Voilà, Mohammed Ben Salman a organisé cette rencontre et donc ça a renforcé son poids en Syrie. Mais un prince héritier commandité un peu peut-être par les États-Unis justement pour ne pas laisser la place... En fait, vous avez une rivalité entre la Turquie et l'Arabie Saoudite pour le leadership sur le monde sunnite. Erdogan voudrait bien être le nouveau calife. Mohammed Ben Salman, puisque l'Arabie abrite les lieux saints de l'islam, a quand même cette légitimité. Et vous avez donc cette concurrence entre les deux puissances pour le contrôle du Moyen-Orient et du Levant, maintenant que l'Iran a été un petit peu mis à l'écart. Et vous avez aussi la rivalité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Vous savez que le Qatar a été mis sous embargo entre 2017 et 2020 par les Saoudiens et les Émiratis parce qu'ils hébergent les frères musulmans. Donc vous avez cette rivalité aussi au niveau régional entre l'axe Turquie-Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc les Saoudiens ne voudraient pas que le Levant, parce qu'il n'y a pas que la Syrie qui est sous influence turque, il y a aussi le Liban et l'Irak aujourd'hui, redeviennent des provinces ottomanes. La Russie était assez présente aussi en Syrie. Aujourd'hui, vous avez constaté une présence russe quelconque? Alors oui, les Russes sont toujours présents puisque la base militaire aérienne de Hemimin à côté de Latakia, les Russes sont toujours présents. À Tartous, c'est difficile à dire s'ils sont toujours là ou pas, c'est le port militaire, mais ils sont en négociation avec le nouveau régime pour restaurer leur base militaire maritime à Tartous et conserver la base aérienne de Latakia. Est-ce que la Syrie peut reprendre des exportations de pétrole? Avant la guerre, c'était un quart des revenus du pays. Oui. Est-ce que ça, c'est reparti? Alors, la Syrie, c'était, avant la guerre, 380 000 barils par jour. Si vous comparez à l'Irak, c'est 6 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite, c'est 9 millions de barils par jour. Donc, ce n'est pas un pays pétrolier, la Syrie. Il y avait une production locale qui permettait de satisfaire les besoins locaux et d'avoir une petite exportation. Donc, aujourd'hui, ça serait toujours possible. Sauf que
les champs pétroliers sont sous le contrôle des forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration des Kurdes dans la Syrie Ash-Shara. Donc pour l'instant, la Syrie ne peut rien exporter. Si un jour ils trouvent un accord, si le nord-est est réintégré, oui, pourquoi pas. Mais ça ne sera pas des quantités exceptionnelles. Ce n'est pas ça qui va relever le pays. Qu'est-ce qui peut relever le pays? Sur quelles ressources peut compter la Syrie? Bonne question. Moi, je dirais le dynamisme et l'esprit d'entreprise des Syriens, parce que les Syriens, c'est des gens industrieux. Une petite aide qui pourrait venir du Golfe, qui pourrait venir de l'Europe pour stabiliser le pays. Mais au vu des besoins, ça sera très, très insuffisant. Parce que les besoins, ils sont immenses, immenses. Décrivez-nous ces besoins, c'est des structures, des routes, c'est aussi ça? Les routes n'ont pas tellement su faire, mais c'est surtout l'électricité. Les combats se sont produits dans les villes, et donc vous avez tout Alep-Est qui est détruit, donc là où habitaient plus d'1 million de personnes. Dans la banlieue de Damas, vous avez des champs de ruines où il y a des centaines de milliers de logements qui ont disparu. Donc les réseaux d'eau, les réseaux d'égouts sont détruits. Donc les gens se ravitaillent en eau par camion-citerne. Ça revient à une famille moyenne 20 à 25% de ses revenus pour avoir de l'eau. Donc ça veut dire que dans ces besoins quotidiens et primaires, entre guillemets, déjà la vie n'est pas tout à fait revenue à la normale. Donc. Absolument pas. Et pour qu'elle revienne à la normale, il faudrait des dizaines de milliards d'investissements. Vous aviez une agriculture qui était assez prospère en Syrie dans le passé. Mais on commençait à avoir, avant 2011, le problème du réchauffement climatique, des moindres précipitations. Et pendant 15 ans, il ne s'est donc rien passé. Il n'y a eu aucune adaptation du système d'irrigation au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, la Syrie est obligée d'importer des céréales. La sécurité alimentaire est compromise. Et ce nouveau régime, qui est un régime islamiste, mise sur le commerce. L'industrie, l'agriculture, c'est pas son problème. Il est dans l'imitation de Mahomet, le prophète de l'islam, qui était un commerçant, et l'agriculture ou l'industrie... c'est pas dans ses critères, enfin, c'est pas dans son paysage mental, quoi. Du tout. Donc, alors qu'il faudra un État stratège qui soit capable, justement, de gérer cette modernisation de l'irrigation s'ils veulent arriver à nourrir la population correctement. Le président par intérim, Ahmad Al-Shara va aller bientôt là aux États-Unis. Il est attendu ces prochains jours, le 10 novembre, la semaine prochaine. Ce sera la première fois qu'il sera à Washington. Ce sera sa première visite dans la capitale. Qu'est-ce qu'il va faire, Al-Shara? Il va demander à Donald Trump de lever les sanctions sur la Syrie, parce qu'en fait, le César Act de 2019... Elles n'étaient pas levées, les sanctions? Et non, elles ne sont pas levées. La Syrie est toujours exclue du système de financement internationaux aujourd'hui. Alors, le Sénat a voté l'abrogation du César Act. Il faut encore que la Chambre des représentants le fasse et qu'à la fin, le président signe. Donc ça va prendre encore quelques mois. Et Donald Trump pourrait être réticent à le faire parce qu'il y a toute la question géopolitique là derrière. C'est-à-dire que l'éléphant qui est au milieu de la pièce et que personne ne veut voir, c'est la paix avec Israël. C'est grâce tout de même à Israël si Ahmad al-Shara a pris le pouvoir, parce que pendant plusieurs années, les Israéliens ont bombardé les forces pro-iraniennes en Syrie. Donc l'armée syrienne était complètement décomposée, ce qui lui a permis de prendre le pouvoir rapidement. Et là, les Israéliens veulent la paix avec la Syrie, tout en gardant le Golan. Et tout en gardant des leviers sur la Syrie pour éviter un jour d'avoir une Syrie revancharde. Ça veut dire pas d'aviation militaire, ça veut dire pas de système sol-air. Ça veut dire en gros que le ciel syrien soit un ciel israélien, comme ce qui est le cas au Liban. Et ça, pour Ahmed al-Shara, c'est un dilemme. Parce qu'il sait très bien que s'il refuse le traité de paix avec Israël, eh bien, les sanctions ne seront sans doute pas levées. Les pays du Golfe n'auront pas le feu vert pour investir en Syrie, si tant est qu'ils ont envie de le faire. Mais s'il signe, il risque d'avoir des soucis avec ses amis djihadistes qui sont quand même dans la volonté de détruire Israël. Donc Et en fait, la décision ne dépend pas de lui. Elle dépend aussi de ses bailleurs. L'Arabie Saoudite, ça poserait moins de problèmes, mais c'est surtout la Turquie. La Turquie qui reprend la cause palestinienne, qui veut apparaître comme le leader du monde musulman, le défenseur de la cause palestinienne, et qui va mettre dans la balance avec Israël, ok, un traité de paix avec la Syrie, mais on veut un État palestinien, on veut des droits pour les Palestiniens. Donc, Shara
est coincé à la fois par la peur de la réaction de sa base djihadiste, et puis son bailleur, la Turquie, qui n'est pas en faveur évidemment d'un rapprochement avec Israël. Et Bachar al-Assad, qu'est-ce qui devient Bachar al-Assad? Il était à Moscou. Oui. Ben là, il est en convalescence parce qu'il a été victime d'une tentative d'empoisonnement il y a quelques semaines. Sans doute qui n'a pas voulu donner son numéro de compte en Suisse à Vladimir Poutine pour le prix de sa pension à Moscou. C'est un personnage encombrant en Russie, parce que comme la Russie essaie de négocier le maintien de ses bases militaires en Syrie, le nouveau régime demande l'expulsion d'Assad et demande au moins la restitution des milliards qu'il a emmenés avec lui ou qu'il a cachés sur différents comptes offshore. Alors, justement, comme il y a eu cette tentative d'empoisonnement, on peut se dire que... Elle date de quand, la tentative d'empoisonnement ? D'un mois, je crois. On peut se dire que c'est peut-être un message que les Russes envoient à Bachar al-Assad en lui disant qu'il ferait peut-être mieux d'aller s'installer en Corée du Nord ou en Iran plutôt que de rester à Moscou. Un message, effectivement, d'un personnage embarrassant pour eux. Vous êtes, pour conclure, plutôt pessimiste par rapport à la situation en Syrie, de ce que vous avez vu. Je suis un réaliste pessimiste. Réaliste pessimiste. Alors après... on peut avoir un pays qui se stabilise, mais par la force, parce qu'on va vers une dictature, une république islamique, une dictature, l'expulsion des minorités. Donc on peut avoir une stabilisation par la force et le nettoyage ethnique. Rien de tout à fait réjouissant. Non, rien de réjouissant en tout cas. Merci d'avoir été en direct avec nous, Fabrice Balland. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les leçons de la crise syrienne. C'est toujours à lire, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été